Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, monsieur l'ancien Premier ministre. Bonsoir, plaisir partagé. Merci d'être avec nous. On était en plein débat sur cette vidéo qu'a postée Emmanuel Macron hier sur TikTok. On le voit affublé de jogging, de capuche. Ce sont des détournements d'image, de son image, qui ont été faits sur les réseaux sociaux. Il a voulu se mettre en scène pour dire « ça m'a fait rire », mais le vrai sujet, c'est l'intelligence artificielle. Ça vous a fait rire, vous, ou pas? Vous trouvez ça choquant? Non, ça ne m'a pas fait rire. Mais je comprends ce qu'il a fait. C'est pas lui qui a tourné ces images. Et ces images, si c'est pas lui qui les développe, elles vont être clandestines. Et elles vont avoir 3 fois plus d'impact. Et on posera toujours la question, pourquoi ces images sont parties? Là, il a assumé. Il a assumé, c'est une attaque qui est dirigée contre lui. Et il a assumé en la montrant sur son... Moi, je pense que vaut mieux qu'on puisse en parler comme ça. Tout le monde sait que c'est de l'intelligence artificielle. Tout le monde sait que c'est un détournement. Et tout le monde sait clairement que ces images-là n'ont pas de vérité. Et donc, si elles avaient été clandestines, elles auraient fait des scores phénoménaux, parce que ce qui est clandestin intéresse toujours. Oui. Donc, je comprends la démarche. Il faut parler de l'IA. Mais ce qui est important, c'est pas ça, c'est les 109 milliards d'investissements. On est d'accord. Mais là, vous n'y voyez pas du narcissisme, le fait de se mettre en scène dans des situations différentes? Il est assez intelligent pour savoir que ça va lui être reproché. Mais s'il l'a fait, c'est pour que cette vidéo ne soit pas une vidéo clandestine et pour pas qu'elle soit sous le manteau, parce que c'est comme ça que ça tourne au maximum. Donc, je comprends cette décision. Je ne trouve pas ces images. Je suis sûre que vous ne l'auriez pas faite vous-même. Probablement. Donc voilà, je pense que quand même, effectivement, Joseph a de grands talents artistiques, notamment, donc pourquoi pas. Mais enfin, lui, il l'aurait fait de lui-même. Non, moi, ce que je crains, c'est qu'en effet, je trouve qu'il a dû trouver ça, non pas qualificatif, mais jouissif. De se voir ainsi. Non, si. Eh ben, moi, je trouve que, pardonnez-moi, mais vous lui accordez peut-être un peu trop de... C'est le syndrome de Trudeau. Trudeau, il voit une coiffe d'Indien, il faut tout de suite qu'il se la mette sur la tête. Alors, vous n'êtes pas d'accord, C'est pareil pour Emmanuel Macron. Je pense qu'on va toujours chercher des attaques un peu qui sont personnelles sur la personnalité de Macron. Je crois d'abord qu'il ne faut pas multiplier ce genre d'attaques. Et deuxièmement, je pense vraiment que là, il y a un vrai sujet. On a toujours ce problème, très souvent en politique et très souvent sur le plan de la communication des leaders d'État, de savoir si une information, on la laisse diffuser de manière manipulatoire ou si au contraire on l'arrête par un acte fort. Il l'arrête par un acte fort. Bon. Et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de contre-vérités qui sont diffusées à propos d'Emmanuel Macron et qui sont absolument intolérables. Vous avez dit l'important c'est les 109 milliards d'euros d'investissement privé dans l'IA en France. Absolument. C'est privé, hein, ça, il n'y a pas un centime de l'État, Jean-Pierre Raffarin. Heureusement, parce que je crois que... l'État, il est en panne sèche. Oui. Ce serait dans nos impôts qu'on les trouverait, donc au mieux pas. Mais pourquoi c'est important? Parce que les Français disent on va perdre notre travail avec l'IA. Non, ça, je ne crois pas, parce que de toute façon... il y en a beaucoup qui se le disent. Je ne crois pas, on va redistribuer. Mais ça, les progrès, on a dit ça avec le train, on a dit ça avec beaucoup d'innovations technologiques. Donc, moi, très franchement, le fait que je puisse avoir un électrocardiogramme avec ma montre, je trouve que c'est plutôt un progrès. Et donc, je suis plutôt satisfait d'un certain nombre de choses. Donc, j'imagine bien, pour l'éducation des enfants, je pense bien qu'il y a des choses très perverses. Donc, il faut réguler, il faut maîtriser. Mais il y a aussi des avantages extraordinaires. Et de toute façon, ça ne dépend pas de nous. Non, les grandes puissances sont là-dessus, la Chine, les États-Unis. Les grandes puissances sont là-dessus. Et de toute façon, la seule façon de pouvoir être informé de tout ça, c'est avoir notre plan de développement et d'avoir nos investissements pour avoir les informations et avoir la maîtrise. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Clara Chapaz, ministre française du numérique, qui dit que c'est un enjeu civilisationnel pour la France et pour l'Europe? Je pense que ça risque de bousculer les civilisations, mais ça ne veut pas dire grand-chose en justification. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça serve nos valeurs, que ça n'aille pas contre nos valeurs. Donc, on veut que ça serve... Il ne faut pas que ça attaque la liberté individuelle, il ne faut pas que ça attaque tout ce qui est la communication personnelle que nous devons avoir. Donc, les libertés fondamentales à laquelle nous sommes attachés, donc nous devons privilégier nos valeurs. Donc si les valeurs aujourd'hui sont en cause, on peut dire que c'est civilisationnel, mais au fond, ce qui est très important, c'est la régulation. Mais c'est partout pareil maintenant. Mais vous croyez qu'on peut réguler l'IA? Il faut essayer. Moi, en tout cas, si on n'est pas dans le coup, c'est les autres qui réguleront. Mais on et est ça déjà plus dans le coup, vous le savez, Jean-Pierre Raffarin. Alors, question de Vous l'avez un tout petit peu dit dans votre phrase, vous dites « les grandes puissances s'y sont mis, il faut qu'on s'y mette ». Est-ce que, à travers votre phrase, ça sous-entend qu'on n'est plus une grande puissance? Ça veut dire qu'il faut que l'Europe s'y mette. Ça veut dire que sans l'Europe, on aura des difficultés. Donc ça, c'est très clair, oui. C'est que sans l'Europe... Et vous ne trouvez pas qu'on a un train de retard par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis? Mais bien sûr qu'on a du retard sur la Chine. Mais il n'y a pas que là-dessus qu'on a du retard sur la Chine. Mais je sais bien. Bien sûr qu'on a du retard sur les États-Unis. Et bien sûr qu'il c'est très clair que des puissances qui ont... Les Chinois, ils sont aussi intelligents que nous.
ils travaillent 2 fois plus, ils sont 1,4 milliard. Donc c'est un peu normal qu'ils soient en avance. Donc les États-Unis, c'est la même chose, mais on voit bien que tout est risque de manipulation. On voit bien ce qui se passe avec le dollar aujourd'hui sur le plan international. On voit ce qui se passe avec les lois, l'extraterritorialité des lois. Donc on voit bien qu'on a besoin de régulation partout. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant dans cette nouvelle mondialisation, c'est que le droit recule et la force avance. Et vous comprenez ou pas? Il y a beaucoup de Français qui voient à travers le différentiel de montant avec les États-Unis, par exemple le plan de 500 milliards de dollars qui a été annoncé par Donald Trump. Ils ont l'impression que c'est le symptôme du déclassement de notre pays. On se dit on est petit, les autres l'ont fait avant nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Mais je pense qu'on n'a pas vu en effet que la question de la globalisation s'arrêterait comme elle s'arrête, c'est-à-dire que ce qui était global avec une organisation multilatérale et une sorte de droit international qui s'annonce, on voit que l'ONU ne produit plus de droit, on voit que l'OMC ne produit plus de droit, et on voit qu'aujourd'hui ce sont les nations, les puissances qui reconstruisent un rapport de force à la place du droit. Et donc nous sommes bien obligés aujourd'hui de constituer notre rapport de force, et notre rapport de force, il passe d'abord et avant tout par une entente avec l'Allemagne. Il y a des élections en Allemagne. Celui qui peut être chancelier est un francophone et francophile. On a peut-être là les circonstances de reconstruire un rapport de force. Souvent, ce sont eux qui ne veulent pas de nous, les Allemands. Mais en réalité... Attendez, là, on change de gouvernement en Allemagne, on change d'organisation, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai plutôt espoir sur ce sujet. Je vous cite juste un petit exemple. On fait un rapport de force avec la Chine sur le véhicule électrique. Déjà, il faut être toujours gonflé quand on fait des rapports de force avec plus fort que soi. Mais en plus, on le fait avec l'Allemagne contre nous. C'est-à-dire que nous, on vote pour et les Allemands votent contre. Faire un rapport de force dans la division, c'est absurde. L'industrie les rapports de force, ça se fait dans l'Union française, par exemple. Ça achètent américains, les Allemands. Et France-Allemagne, ça pèse. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec Chirac, quand on allait à une réunion internationale, on y allait toujours avec un accord franco-allemand, quitte à l'occasion de réunions qu'on appelait les Blachheim, les réunions en Alsace, qu'on faisait les arbitrages, on coupait la poire en deux, de manière à aller en réunion internationale avec un rapport de force. Mais les Allemands ont choisi l'Amérique. Dernière question, Laetitia Guinan, et après on avance sur la politique française. Le de ce plan spécial IA, c'est essentiellement des capitaux du Golfe. Est-ce que vous ne craignez pas une ingérence supplémentaire justement de ces pays dans l'économie et dans la politique française ? Les ingérences, on les a partout aujourd'hui. Donc d'abord, le pluralisme des ingérences, là, se combattent un peu. Donc vaut mieux être un pays. Vous savez, quelquefois, la liberté, c'est la multidépendance. Hein. Les enfants savent ça quand ils parlent à papa, à maman et tout. Et finalement, ils arrivent à gagner leur liberté en étant multidépendants. Donc je pense qu'il vaut mieux en avoir plus. Mais c'est vrai qu'il y a des risques. Mais partout, il faut faire attention. Je pense qu'il est évident que quand j'écoute l'Assemblée nationale et que je vois ramer comme il rame bien et efficacement François Bayrou, le Premier ministre, je vois bien qu'on n'a pas 109 milliards dans nos caisses pour mettre tout ça. Donc il faut bien aller les chercher quelque part. Jean-Pierre Raffarin, trouvons des partenariats, oui. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation politique française ? Vous voyez ce qui se passe au Parlement, vous voyez qu'il n'y a aucune majorité, vous voyez que François Bayrou slalom, fait un accord un jour avec les socialistes, tout ça les yeux rivés sur 2027. Tout le monde a les yeux rivés sur la prochaine échéance présidentielle, Jean-Pierre Raffarin. Je crois qu'il est très difficile de ne pas être inquiet aujourd'hui, quand même, parce qu'on voit bien qu'on est dans une forme d'impasse et que, personnellement, je ne crois pas que des élections législatives régleraient le problème. Donc, il faut attendre la prochaine présidentielle et attendre de remettre les institutions à l'endroit. Et donc, des législatives après la présidentielle. Et donc, ça veut dire qu'on a 2 ans difficiles dans une situation internationale extrêmement complexe, avec des dangers terribles de tension, parce que les Américains et les Chinois peuvent se frictionner sérieux. Ils peuvent aussi passer un accord d'ailleurs sur notre dos. Donc, dans les 2 cas de figure, on peut avoir des difficultés. Donc on est dans une situation très, très préoccupante et je ne vois pas avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est constituée aujourd'hui une capacité d'action. Je vois bien que François Bayrou va faire tout ce qu'il peut pour essayer de négocier les choses, mais par définition, c'est sur les sujets les moins engageants qu'il pourra avoir des accords. Sur les sujets graves, ça m'étonnerait qu'il ait d'accord. En tout cas, il faut lui faire confiance. Et en tout cas, on n'a pas d'autre solution que d'essayer de continuer à pouvoir avancer au moins sur l'essentiel. Votre famille politique, est-ce que c'est encore la droite, en tout cas, risque de partir en ordre extrêmement dispersé? Est-ce que vous appelez, comme David Lisnard, qui était sur notre antenne il y a quelques jours, à une primaire de la droite? Certainement pas. Certainement pas. J'ai vu l'UMP décapiter en un dimanche. Un ancien président, 2 anciens premiers ministres. Terminé. J'ai vu le PS, terminé. J'ai vu comment on a cassé les partis. On dit quelquefois, Macron, il a cassé les partis. C'est pas Macron qui a cassé les partis. Ce sont les primaires. Donc je crois que diviser un camp pour aller au combat, c'est exactement comme les Allemands et les Français quand ils vont contre la Chine. On ne se divise pas avant le combat, on se rassemble avant le combat. Donc les primaires, il ne faut pas y compter. La seule bonne nouvelle du système, mais elle est que frémissante, c'est d'abord Michel Barnier qui l'a apporté parce qu'il a reconstruit l'espace UMP.
C'est-à-dire la droite macronienne et la droite LR se sont retrouvées dans le même espace politique. On a commencé à se reparler, on a commencé à se voir. Donc cet espace a repris consistance. On a commencé à avoir des élus. On a commencé à avoir des élus. Et on commence à avoir des thèmes sur lesquels il y a une certaine intransigeance. On ne veut pas qu'on revienne sur les 64 ans. On veut qu'on prenne un discours plus positif sur les entreprises. On voit arriver quand même un certain nombre d'éléments. On est d'accord sur l'immigration. On est d'accord sur l'immigration. Et donc, non. Donc on voit cet espace. Et sans espace, sans espace. Alors il y a plusieurs candidats. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, David Lisnard. Non, bon, oui, alors vous pouvez prendre tout le monde. Enfin, Jean-Pierre Raffarin. Tout le monde n'a pas l'expérience. Quelle est la solution? Écoutez, j'y avais pas pensé. Bon. En fait, ce que je crois, c'est que il y en a un qui se prépare sérieusement, qui est Édouard Philippe. Édouard Philippe aura besoin sans doute de rassembler, car de toute façon, pour gagner, il faut que les bonapartistes, ceux qui étaient autrefois un peu les RPR, et les orléanistes, ceux qui étaient autrefois l'UDF, mais qui sont aujourd'hui les macroniens, plus que les gens d'opposition, plus LR, il faut que les gens s'entendent. Ce qui est apparu de manière significative aujourd'hui et positive, c'est l'émergence de Retailleau, qui fait que chez LR, il y a quelqu'un dans l'espace gouvernemental, il y a quelqu'un qui prend du poids. Et d'ailleurs, à côté de lui, il y a Darmanin qui a aussi un profil intéressant et qui a lui aussi du poids. Donc je pense que cette droite-là, conservatrice, mais active et qui porte l'action gouvernementale avec loyauté, je trouve que cette droite-là, elle est indispensable à la victoire. Donc elle est en train de se constituer. De toute façon, auparavant, il n'y avait personne pour la porter, puisque Wauquiez était à l'extérieur. Donc là, je vois quelque chose de positif. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est organiser entre les deux droites une perspective possible de travail. Donc moi, je crois que des gens comme Retailleau et Édouard Philippe peuvent tout à fait s'entendre. Ils ont été dans la même famille politique, ils ont une éthique qui est très commune, ils sont des gens sérieux tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne puisse pas trouver une entente. Donc c'est pas facile, ce sera difficile. Mais il y a 2 ans, et pendant les 5 dernières années, il n'y avait pas d'espoir. Là, on voit revenir une dynamique qui est une dynamique qui est possible parce qu'on sent bien que Mélenchon va avoir des difficultés à gauche et donc il faut être au second tour, donc il faut aller chercher les 20-25%. Et ça, je crois que ça doit être faisable. Est-ce qu'il est possible de remonter la pente face à l'hégémonie de Marine Le Pen ? Je pense que c'est la campagne électorale qu'il fera. Il faut d'abord être face à elle dans un mano à la mano au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'être face à elle. L'objectif numéro 2, c'est de construire une dialectique pour pouvoir l'emporter. Donc, et d'avoir les alliances nécessaires. Mais donc il faudra le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait pouvoir être possible, mais en tout cas qui est impossible si on est exclu du second tour. Tout le problème, c'est d'être exclu du second tour. Et donc moi je pense que 6 mois avant, on devra voir apparaître, peut-être 3 mois avant, ça peut se discuter, il y a peut-être une éthique, une charte éthique à construire pour voir comment on choisira, sans doute avec les études d'opinion, avec un travail sérieux sur ce sujet, celui qui a le plus de chances, et moi je me mettrai derrière celui qui a le plus de chances pour l'emporter face à Marine Le Pen. Rachel Kahn, une question à Jean-Pierre Raffarin. Oui, on se projette, c'est vrai, beaucoup se projettent en 2027, et vous savez à quel point les bouleversements du monde peuvent nous faire basculer en Europe de manière stratosphérique, mais très rapide. Est-ce que selon vous, la Ve République est assez forte pour nous protéger face aux bouleversements du monde? Je crois que la Ve République est forte, pour peu qu'elle redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire une organisation fondée sur le fait majoritaire. Aujourd'hui, nous avons une assemblée qui est fondée sur quelque chose qui ressemble à la proportionnelle. Je pense que c'est une sorte d'incohérence avec un système qui est pensé pour le fait majoritaire et où aujourd'hui on a une organisation qui n'est pas adaptée, puisque personne n'a de majorité. On a des constitutions pour le fait majoritaire et personne n'a majorité, ni le Premier ministre, ni le président. Je pense que le président de la République, quand il est élu, quand il fait des élections législatives juste après, il a la possibilité, soit d'avoir sa majorité, soit d'avoir une majorité contre lui. Mais comme il n'y a que 2 candidats, il y a 2 majorités. Il y en a enfin plus exactement une majorité et une minorité. Et donc on a un système qui est la cohabitation, qui n'est pas un système affreux. La France a survécu à la cohabitation. Donc on peut très bien avoir, dans ce cas-là, un système qui fonctionne. Mais ça veut dire que c'est la présidentielle, comme le disait De Gaulle, qui est le président en charge de l'essentiel, c'est la matrice centrale, c'est la présidentielle, et des législatives derrière. Et ça veut dire qu'il faut que le président élu essaie de gagner. Mais l'erreur fondamentale de la dissolution, c'est de faire une élection législative le jour d'une défaite du président.
Ça ne peut pas se gagner. C'est une situation impossible. En attendant, Jean-Pierre Raffarin, il reste presque 2 ans. 2 ans où la France est condamnée au surplace, à ne relancer aucune grande réforme, alors que certaines sont ultra urgentes. Il faut faire appel au peuple. Je le crains. Mais il y a 2 ou 3 choses qui sont très importantes à faire. Mais par exemple, si on reconstruisait une vraie relation franco-allemande, ça ne coûte pas beaucoup forcément de budget. Et ça, je crois que ça vaudrait la peine d'être reconstruit. Parce que dans ce monde de rapports de force, on voit bien que notre Europe, dans toutes ces structures, elle aura du mal à mobiliser les choses. Donc il y a quelques actions qui sont stratégiques et qui sont très importantes. Moi, je crois que l'arrivée d'un nouveau chancelier, une France qui prépare de nouvelles élections, on a 2 ans là pour construire un rapport franco-allemand fondé sur des principes qui marchent. Et pour moi, c'est pas d'avoir une bataille franco-allemande sur chacun des dossiers, c'est d'arbitrer les dossiers pour qu'on puisse avoir une vraiment coopération. Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Tout ça va trop vite. C'est la vitesse de la lumière. Comment voulez-vous qu'on pense aussi vite que l'activité se déroule? Merci beaucoup d'être venu, Laetitia Guinan, Joseph Massescaron, Rachel Kahn.